Bonjour, chers étudiants, j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième séance qui porte sur le deuxième chapitre concernant le contrat de vente et qui cible justement les conditions de forme de ce fameux contrat. Comme vous le savez très bien, mademoiselle, monsieur, encore une fois, les contrats en principe d'aujourd'hui sont des contrats qui deviennent de plus en plus hybrides. En effet, si un contrat de quelques pages pouvait suffire il n'y a pas encore si longtemps, aujourd'hui, la valeur d'un contrat peut se mesurer au kilo, au mètre. Pourquoi ça? À cause des montages, à cause des confectionnements qu'on apporte à un contrat pendant sa vie. Et surtout pour les contrats à exécution successive, ils ont besoin d'aménagement, de réaménagement au fil du temps, concernant le prix, les modalités d'exécution de la marchandise, les modalités, disons, de paiement du prix, etc., etc. Je dois dire qu'aujourd'hui, grâce au marketing et au marchandising, et aussi le développement considérable de la communication au grand public, les entreprises d'aujourd'hui n'arrêtent pas de créer, n'arrêtent pas d'innover. En créant, en innovant, ces entreprises d'aujourd'hui finissent par créer de nouveaux contrats. Et quand le contrat est créé, en principe, ce contrat doit être encadré. Encadré par quoi? Finalement, le contrat doit être encadré. Finalement, ces activités plutôt doivent être encadrées par des contrats. D'où l'apparition, justement, aujourd'hui de contrats qui sont nouveaux, qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de qualification juridique, qui ne sont pas identifiés par la loi. Comme par exemple le contrat de stand, le standing, le rec jobin, la cession du contrôle et le fameux contrat de crédit bail. Du moment que la relation se passe normalement entre les parties, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment qu'il y a un problème qui surgit entre les deux parties, le vendeur et l'acheteur, l'affaire va être portée devant une juridiction. Finalement, la première chose que le juge demande à avoir, c'est le contrat, parce que le contrat, il constitue la loi des parties. Le juge va essayer d'appliquer les dispositions qui ont été choisies par les parties dans le contrat en question. Finalement, ce juge, il finit par se retrouver devant un contrat qui n'est pas identifié, qui n'est pas connu. Un contrat qu'on ne peut justement, disons, comprendre et maîtriser qu'à travers la maîtrise de l'environnement dans lequel ce contrat a été justement fait. Car ce contrat, c'est la création d'entreprises qui ont utilisé un peu de méthodes nouvelles, sophistiquées, et surtout à travers les méthodes qui sont utilisées par les startups, les nouvelles entreprises compétitives et agressives commercialement déjà. Alors finalement, ce contrat qui n'a pas de qualification, il va constituer pour le juge un vrai problème. Le juge va justement faire son possible pour qualifier justement le contrat, essayer de le comprendre et administrer et dire la loi et rendre une décision, mais la plupart des fois, ces décisions sont faites, sont données à travers des solutions sparadrap, le bricolage. Ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, c'est les solutions durables, capables de réaliser la justice, on le dit. Il ne suffit pas de rendre la justice, mais encore faut-il croire qu'elle a été rendue. La seule condition à travers laquelle aujourd'hui on peut rendre confiance aux investisseurs, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, c'est de pouvoir présenter, réaliser et offrir ce qu'on appelle la sécurité juridique. Et la sécurité juridique passe avant tout par le fait de, justement, donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Cette sécurité juridique passe avant tout par le fait de bien comprendre. On ne peut pas justement comprendre un contrat d'affaires si on n'arrive pas à comprendre le milieu dans lequel évolue le contrat d'affaires. Les contrats d'affaires sont les contrats que les entreprises passent entre elles pour l'organisation de leurs relations économiques et financières. On ne peut pas aussi comprendre ce que c'est que l'entreprise ou la société
Si on n'arrive pas à comprendre le milieu dans lequel évolue la société ou l'entreprise, ce milieu, c'est quoi? C'est forcément le marché. Voilà pourquoi on parle énormément aujourd'hui de la loi du marché, et qui est la renommée, l'image de marque, le fonds de commerce que peut avoir, le vrai que peut avoir une société ou une entreprise, et qui cible l'image de marque, la notoriété de l'entreprise en question. Ce contrat de vente qui passe par 3 étapes et qui sont la négociation, la formation et l'exécution, nous disons que la phase la plus cruciale, la plus stratégique, la plus importante, la plus percutante, c'est la phase de la négociation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, un contrat bien négocié, c'est un contrat qui vit longtemps. Le contrat a une vie. Cette vie du contrat est étroitement liée avec l'ordre public économique et l'ordre public social. Le juge lui-même essaye de sauver le contrat par moult moyens. Le contrat, c'est le commerce. Le contrat, c'est l'économie. Le contrat, c'est le taux de croissance. Ce taux de croissance qui est étroitement lié avec l'ordre public économique. Plus les entreprises sont compétitives, agressives commercialement, plus elles sont rentables, mieux c'est pour l'ordre public économique. Quand l'ordre public économique marche très bien, il se répercute automatiquement et positivement parlant sur l'ordre public social qui est la création des postes d'emploi et la possibilité de maintenir ces postes d'emploi. Les choses sont claires et justement, ils vont dans le droit chemin. On n'a qu'à tracer un objectif, l'objectif, on lui met des actions et on peut attendre un résultat, il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est de ce consentement, j'ai dit si le contrat est tellement important, il n'a pas tellement d'importance, le contrat, par rapport à la substance qui le constitue. Le contrat, c'est une coquille. Cette coquille, il peut être vide. La substance qui constitue le contrat et qui est la base, la chose la plus importante, c'est le consentement. Et puisque le consentement est tellement important, le législateur a essayé de protéger. Le protéger comment? En réglementant, en interdisant, en le protégeant contre les vices du consentement. Alors, pour ce qui est des conditions de forme des contrats de vente, je dois dire que la vente commerciale n'est soumise en principe à aucune condition de forme et elle peut être approuvée par tous les moyens, y compris les témoignages et les présomptions, y compris les témoignages et les présomptions. Ainsi, selon le droit marocain, un contrat de vente est un contrat purement consensualiste. Mais nous disons, nous, que ce principe a des exceptions, selon la nature de la chose, bien sûr. Alors, par rapport à ce principe du consensualisme, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faudrait dire que la vente est considérée en quelque sorte comme parfaite dès qu'il y a consentement des contractants. L'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'article 488 du Daïr des obligations et des contrats. Ensuite, nous devons dire que la vente est un contrat consensuel. Et dans ce sens-là, il convient de préciser comme principe l'accord des volontés du vendeur et de l'acheteur suffit en quelque sorte pour le conclure. Il n'y a pas de problème. Néanmoins, la loi subordonne l'efficacité en quelque sorte de certaines ventes à l'accomplissement de formalités précises. Il s'agit, par exemple, des ventes solennelles, comme le contrat de cession de fonds de commerce, où la rédaction de l'écrit, bien sûr, est obligatoire. Où l'écrit est obligatoire.
Alors, c'est quoi l'écrit? L'écrit est le support servant à l'insertion formelle de diverses informations dans l'acte de vente. En quelque sorte, l'écrit est la surface servant, ou le lieu, ou le milieu servant pour insérer ou à l'insertion formelle de diverses informations dans l'acte de vente. Nous disons qu'il existe aussi les ventes qui nécessitent en quelque sorte pour leur validité, en plus de l'écrit, d'autres formalités. C'est ainsi pour les ventes aux enchères par exemple, bien sûr les ventes aux enchères publiques. Le contrôle direct de la justice est exigé, et c'est normal. Le contrôle direct de la justice est exigé en plus de l'écrit, bien sûr. Et nous disons que cette formalité, en quelque sorte, vise à protéger le vendeur et ses créanciers. C'est normal. Par ailleurs, il y a des ventes qui sont subordonnées à l'accomplissement de formalités de publicité en vue de les rendre opposables aux tiers. Et dans ce sens, la loi soumet certaines ventes à la réalisation d'un acte écrit qui doit être soumis aux formalités de l'enregistrement, bien sûr. Alors, selon l'article, si ma mémoire est bonne, selon l'article 489 du Daïr des obligations et contrats, je cite, lorsque la vente a pour objet, en quelque sorte, lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèque, elle doit, ça veut dire la vente, elle doit être parfaite par écriture, ou elle doit être faite par écriture ayant date certaine, et elle n'a d'effet au regard des tiers, en quelque sorte que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi. Point. C'est essentiel ça. Maintenant, nous arrivons aux exceptions. Nous disons qu'il n'en résulte pas moins que la loi exige, en quelque sorte, pour certains contrats de vente, un certain formalisme, afin que ceux-ci soient valables. Il en va ainsi pour les contrats de vente ayant pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou des choses susceptibles, bien sûr, d'hypothèques, comme on l'a souligné, disons, tout à l'heure. Nous devons aussi mentionner que pour être valable entre les parties, ceux-ci doivent être passés par un acte ayant date certaine et être enregistrés dans les formes légales pour être opposables au tiers. Comme ça, nous allons justement finir par ficeler un acte en bonne et due forme. Cette condition s'impose aussi bien aux ventes portant sur les immeubles immatriculés qu'à celles portant sur des immeubles non immatriculés. Nous disons que bien plus les articles 66 et 67 du Daïr de 1913 sur l'immatriculation foncière subordonnent en quelque sorte le transfert de propriété à l'inscription du droit immobilier sur le titre foncier, en disposant que les actes volontaires et les conventions tendant à constituer
déclarer, modifier ou atteindre un droit réel ne produisent effet même entre les parties qu'à la date, en principe, qu'à la date d'inscription. Citons, à titre d'illustration de l'application de cette règle, un arrêt de la Cour suprême de 1984, un arrêt de la Cour suprême de mai, je crois 30 mai 1984, qui a jugé que l'achat d'un immeuble immatriculé ne produit d'effet en quelque sorte, même entre les parties, il ne donne un droit réel à l'acheteur. Non seulement ça, il ne lui donne droit de requérir les fruits du dit immeuble tant que l'acte n'a pas été inscrit sur le titre foncier, et ceci contrairement au droit français, en vertu duquel la propriété est transférée et les risques passent à l'acquéreur par, disons, le seul échange des consentements. Je crois que la position du droit français est beaucoup plus fluide, plus limpide par rapport à la position du droit marocain. Disons que cela, acquérir les fruits du dit immeuble ou l'immeuble, tant que l'acte n'a pas été inscrit sur le titre foncier, et ceci contrairement au droit français. Bien sûr, le droit français adopte une position plus soft, plus intéressante par rapport au droit marocain. Nous disons que le contrat, il peut être valable et doit produire tous ses effets, et l'acte authentique n'est exigé qu'en vue de publicité et pour être opposable aux tiers, bien sûr. Nous disons aussi qu'en outre, l'article 12 de la loi 1800 soumet la validité de l'acte portant sur un immeuble en copropriété à sa passation sous forme authentique, excluant bien sûr et ainsi les actes sous seing privé. Nous disons que, mis à part la formalité prévue subordonnant le transfert de propriété à l'inscription du droit immobilier en question, le Daïr des obligations et contrats prévoit d'autres exceptions aux articles 488 et 492. Oui, 492, posant le principe de l'instantanéité du transfert de propriété. Il s'agit bien sûr, et notamment du cas de vente d'une chose de genre. Les choses de genre, les choses qui sont vendues en vrac. Et c'est ce qu'on ressort de l'article 494, bien sûr. Ensuite, il convient de noter que le transfert de propriété ne peut avoir lieu avant son individualisation. Là, l'individualisation, mademoiselle, monsieur, il faudrait savoir que l'individualisation se fait à travers le pesage, le mesurage, le comptage ou le jaugeage. L'individualisation se fait à travers le pesage, le mesurage, le comptage ou le jaugeage. Car avant son individualisation, l'acheteur n'est qu'un simple créancier du transfert de propriété. Et ceci contrairement à la vente en bloc prévue par l'article 490, qui, bien qu'elle porte cette vente sur des choses de genre, elle est assimilée à un contrat portant sur un corps certain. Chez Ulqimiyo, par rapport aux choses de genre, chez Ulmithli, puisque son objet se trouve vendu en bloc, la propriété, bien sûr, se transforme ainsi immédiatement dès l'accord, bien sûr, entre les parties. Il en va de même pour les ventes portant sur une chose future, dans laquelle le transfert ne peut, en quelque sorte, s'effectuer que le jour où la chose existera. En outre,
le principe du transfert immédiat n'étant pas impératif, les parties peuvent en quelque sorte intervenir sur la date de transfert de propriété pour le retarder et convenir par exemple que l'acquéreur ne deviendra propriétaire que le jour où il aura réglé le dernier acompte du prix. Et là, on parle de vente à tempérament avec clause de réserve de propriété. Vente à tempérament avec clause de réserve de propriété. Ensuite, et en pratique, souvent sont conclus des contrats de vente sous conditions suspensives ou des clauses de réserve de propriété. À la fin, nous disons que la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement fait l'objet aussi d'un formalisme. C'est ce qui ressort de l'article 618.3, qui prévoit que le contrat prêt ou le contrat préliminaire, en principe, qui la constate doit être passé sous peine de nullité, par acte authentique ou par acte ayant date certaine et constaté par un professionnel habilité en quelque sorte et doit contenir les énonciations requises par le même article. Finalement, mademoiselle, monsieur, cette deuxième séance est parachevée. J'ai eu le plaisir de vous avoir et de vous accompagner dans cette séance-là. Espérons vous voir dans de meilleures conditions. Je vous souhaite la santé, la prospérité pour vous ainsi que votre famille. Et à la séance prochaine, Inch'Allah.